Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal. 30 minutes pour développer l'actualité locale. L'information ce lundi, c'est la menace qui plane du côté du port de Longoni, et notamment pour les dockers de la Smart. Leur emploi est toujours sur la sellette. Des représentations syndicaux au niveau national ont posé leur ancre et amarré leur bateau afin de soutenir leurs partenaires et collègues ultramarins. Statu quo toujours à Balou, malgré une nouvelle réunion de prise de contact. Direction et salariés campent toujours sur leur position. Les établissements du groupe étaient de nouveau fermés ce lundi. Et puis l'invité de la rédaction ce soir, c'est le secrétaire départemental de la CFDT, Ouseni Balachi. Nous reviendrons bien évidemment sur cette crise sociale qui touche l'île. Merci d'être avec nous. Voici les titres de votre JTM. Une délégation Port et Dock CGT est actuellement à Mayotte afin de rencontrer les acteurs portuaires du département. Néanmoins, si l'Assemblée générale de la Smart devait se tenir au sein du port, le délégataire en a décidé autrement. Pas de quoi perturber les représentants syndicaux qui ont pu réitérer leur soutien aux dockers de Longoni. Le point en ouverture de votre journal. Depuis la disparition de Frédéric Dachery en mai dernier, sa famille a hérité de son important patrimoine. Un patrimoine très coûteux, puisque de nombreux terrains vendus par l'ancien maire de Koungou n'ont jamais fait l'objet d'une régularisation foncière. Aujourd'hui, le neveu du défunt en appelle aux particuliers, mais également aux administrations compétentes. Explication. Dans le cadre du plan départemental Santé Jeunes, l'IREPS a récemment lancé son concours 2016-2017, dit non aux addictions, destiné aux 12-28 ans. Nous avons souhaité faire le point sur cet événement, mais aussi sur les addictions et les aides possibles. Reportage. Et on débute tout d'abord cette édition sur la situation au port de Longoni. La question du statut du port continue à être discutée, tandis que le menace de licenciement plane au-dessus de la Smart. Pour rappel, le manutentionnaire historique a perdu son contrat le lien à la compagnie maritime CGM. Une situation inquiétante pour les dockers, craignant pour leur emploi. Depuis hier, une délégation issue de la Fédération nationale des ports et Dock CGT a posé ses valises à Mayotte. L'occasion pour les représentants syndicaux d'apporter leur soutien aux dockers mahorais et de réfléchir aux solutions permettant à chacun de conserver son poste. Abbas Salidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Les représentants de la Fédération nationale des ports et Dock CGT se sont rendus au port de Longoni ce matin. L'occasion de rencontrer les dockers de la Smart lors d'une assemblée générale. En effet, au fait de la situation depuis quelques mois, ils ont souhaité apporter leur soutien à leurs collègues mahorais. Depuis maintenant de nombreux mois, nous sommes au courant de la situation sur le port de Longoni et de ce qui se passe, la remise en cause des emplois de nos camarades. Et ça, c'est quelque chose qui est intolérable pour nous. On peut essayer d'avoir la volonté de développer le port, mais ça ne peut pas se faire n'importe comment et surtout au détriment des emplois et des familles des travailleurs portuaires et notamment des dockers du port de Longoni. Si les représentants CGT souhaitent que tous les emplois soient conservés, ils réclament également l'application d'une loi obligeant chaque docker à suivre une formation avant d'officier sur le port. Il y a une loi de 2015 qui s'applique au niveau des ports concernant la manutention portuaire. Nous voulons à ce que l'État fasse respecter cette loi à Mayotte, qu'on ne peut pas prendre n'importe qui dans la nature, le transformer en docker. Il faut des qualifications, il faut des connaissances des dangers et des formations qui soient suivies à ce niveau-là. Et nous savons, jusqu'à preuve du contraire, que uniquement les salariés de la Smart connaissent les activités du port de déchargement et chargement des navires. Il n'y a que eux qui ont suivi des formations. Donc ce qui se passe aujourd'hui est inadmissible et nous comptons fortement à l'implication des services de l'État pour que la loi soit respectée à Mayotte. Autre objet de discussion, les clauses sociales censées faire suite à la délivrance d'une délégation de service public. Nous, ce qu'on trouve dommageable, c'est que lorsque la DSP a été attribuée, il n'y a eu aucune clause sociale à l'intérieur.
puisque ça devrait être la priorité de toute institution publique qui lance une délégation de service. Normalement, on devrait commencer par y mettre des clauses sociales pour préserver l'emploi. Surtout que sur Mayotte, la situation de l'emploi est déjà très compliquée. Donc quand on engage des délégations de services comme celle-ci, on doit avant tout se prémunir que ça ne remette pas en cause l'emploi des travailleurs existants. Si les clauses sociales n'ont jamais fait l'objet de discussions, du côté du secrétaire départemental de la CGTMA, il semble évident que le statut du port en lui-même est source de conflits. Plus on avance dans le temps, dans ce conflit qui oppose la délégation de services publics qui est MCG et les autres partenaires ou les autres acteurs du port, nous voyons qu'à chaque fois que nous devons aller vers l'avant, nous devons engager des négociations pour sortir de la situation, il y a toujours des blocages. La preuve en est que ce matin, les dockers de la Smart, ils ont souhaité organiser leur assemblée générale dans la partie portuaire où ils ont l'autorisation d'occupation du terrain. Ça leur a été interdit par le délégataire et ça prouve encore une fois de plus qu'il y a urgence à ce que la situation change, à ce que le statut du port change. Idanel n'a pas souhaité rencontrer la délégation qui avait néanmoins rendez-vous en préfecture dès 15 h. L'occasion de faire part au préfet des inquiétudes émises par les dockers lors de l'assemblée générale de ce matin. Des inquiétudes qui, au fil des semaines, ne cessent de s'accroître. Autre menace qui plane, c'est celle au-dessus de l'entreprise Balou. Salariés et direction se sont rencontrés pour une nouvelle prise de contact samedi dernier en présence, et c'est tout nouveau, de Safdar Balou, le président du groupe. Mais les négociations ont une fois de plus échoué. Le groupe Balou reste sur ses positions. Aucun compromis concernant le 13e mois et la modification de la grille salariale. Les syndicats font part de leur inquiétude. Ils indiquent que le groupe menace de licencier 12 employés s'ils ne reprennent pas le travail ce mardi. Hakim Saïndou, Adèle Laurent. Ce lundi, au siège de la CGT, les téléphones n'ont pas cessé de chauffer en raison d'une sortie de crise loin de voir le jour pour les employés de la société Balou. Après de nouvelles négociations avec la direction samedi dernier, en présence de son président Safdar Balou, actuellement sur le territoire, le compte n'y est toujours pas pour les salariés de l'enseigne. Wasiri dai lazima ripare 13e mois, ticket restaurant et grille salariale. Cela veut dire mhedeo mshahara ne karai wana shituzo pia arongomba waikati kashindri azimete kama avasa. Wasir sapa kakizatu rizipare vorege hazini. Mana kutojo warege tu bla kwa parashi tusurege wafanyetini. Des partis qui restent campés sur ces positions. Pour les syndicats, il s'agit aujourd'hui très clairement d'un retour en arrière de la part de la direction. Au bout de 3 heures de négociation, je pense que l'employeur se trompe parce que ça fait 2 mois que les salariés sont en grève. Il y a eu des discussions avant, il y a eu des discussions pendant la grève, il y a eu la commission de conciliation qui a eu lieu à la DIEC pendant 3 fois. Donc pour nous, ce n'est pas un premier contact. À la suite de la réunion de samedi, nous lui avons transmis une proposition de protocole de fin de conflit. Dans ce protocole de fin de conflit à laquelle nous lui avons transmis par mail copie à DIEC, nous avons accepté une ouverture par exemple sur le 13e mois. Nous acceptons d'échelonner le 13e mois. Nous acceptons de retarder la mise en place du chèque déjeuner. Tous ces signes d'ouverture, l'employeur ne les a pas acceptés. Il a même posé, on va dire, un nouveau ultimatum ou une nouvelle menace en disant que si les salariés ne reprennent pas le travail d'ici mardi, il licencierait 12 personnes. Après le spectre du dépôt de bilan annoncé le 1er février par Safdar Balou, c'est désormais celui du licenciement qui apparaît. Les employés, toujours à la recherche d'une médiation, n'ont toujours pas reçu de réponse de la part de la préfecture suite à leur courrier datant du 19 janvier dernier.
Aujourd'hui, je rappelle juste une chose, nous avons envoyé un courrier pour demander une médiation à la préfecture depuis le 18 janvier. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas retour de la préfecture, donc nous attendons cette médiation pour que nous sortions enfin de ce conflit. L'employeur peut faire signe d'ouverture et d'apaisement, accepter qu'on se mette enfin sur une table et qu'on ouvre des vraies négociations pour que enfin l'entreprise puisse être sauvée ou que chacun retrouve son poste de travail. Mais tant qu'il n'y aura pas de protocole de fin de conflit, la grève continuera au sein des établissements Balou. Contacté, la direction de Balou par le biais de son directeur financier n'a pas donné suite à nos sollicitations. Après 2 mois d'arrêt, la réouverture des magasins Balou n'est pas prête d'arriver. Et pour en parler, Ousseini Balachi, secrétaire départemental de la CFDT, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous venez voir ce reportage à l'instant. Un sentiment sur ce conflit qui n'arrive toujours pas à voir le bout du tunnel? Un sentiment, c'est l'indignation, c'est la consternation par rapport au fait que un dirigeant d'une entreprise aussi importante que l'établissement Balou n'a pas su gérer un conflit et qui a occasionné tant de problèmes par la suite, alors que ça, c'est des choses qui pourraient être évitées. Tout simplement parce que les dirigeants qui sont là, qui ont hérité l'établissement Balou, moi je les qualifie des esclavagistes. Il y a le monsieur qu'on nous a présenté sur le journal là de suite et son frère qui sont là, qui n'ont pas du tout de la considération envers ces gens qui ont enrichi cet établissement et qui l'a permis de se développer jusqu'au niveau là où ils en sont. Alors que ce n'est pas du tout de la main-d'œuvre qui provenait d'ailleurs, qui avait servi dans cet établissement, mais c'est toujours de la main-d'œuvre locale. Alors vous venez d'avoir des mots assez graves à l'égard de Oui, tout à fait, et je les assume. Je les assume. Est-ce que vous pensez tout simplement que c'est eux qui bloquent justement cette situation? Et si ce n'est pas eux, c'est qui bloque? Alors il y a, si vous voulez, des efforts ont été faits. Des efforts, quel effort qui a été fait? À savoir justement une première rencontre qui a eu lieu ce samedi dernier. Une première rencontre, depuis combien de temps? Ce samedi dernier. Une rencontre entre la famille Balou et les salariés. Après avoir passé 2 mois dans la rue, est-ce que il fallait attendre qu'il se passe 2 mois pour prendre l'initiative de faire semblant? Parce que ça c'est faire semblant, mais il y a la volonté de vouloir mettre un terme à ce conflit, il n'y est pas. Parce que, comment dire, cet employeur veut seulement exploiter ces pauvres personnes qui sont là, dont certains qui travaillent et qui finissent par tomber malades. Et puis après, du jour au lendemain, on leur dit merci pour le service rendu, mais il n'y aura jamais de compliments par rapport à tous ces efforts qui sont fournis par ces salariés. Êtes-vous inquiet de la situation? Évidemment. Et il n'y a pas que Balou, mais il y a d'autres employeurs qui ont ce genre de comportement comme lui. Mais aujourd'hui, nous avons à gérer cette situation de crise concernant les salariés de l'établissement Balou. Et moi, tant que le salarié maintiendra sa position par rapport à la continuité du mouvement, moi, je ne pourrai que le respecter. Mais à l'instant où ils diront nous allons faire telle ou telle chose pour telle ou telle raison, moi je respecterai, parce que je saurai que ça c'est la détermination, c'est l'engagement qu'ils ont pris, qui les a obligés ou permis de prendre telle ou telle décision. Est-ce que vous comprenez toujours cette non-réponse du préfet après une lettre envoyée justement par les syndicats concernant une demande de médiation? Non, je ne chercherai pas d'excuses par rapport à ça, parce qu'il faudrait se mettre à la place de ces personnes qui sont dans la rue depuis tout ce temps, qui cherchent à faire valoir leurs droits. Parce qu'il n'y a pas qu'une revalorisation du salaire que les salariés revendiquent, mais il y a aussi les conditions de travail. Moi, j'ai vu
dans un magasin, là où il vend les objets de décoration, des ouvriers porter des rouleaux de tapis qui peuvent peser jusqu'à pratiquement 250 kilos, qui devraient être manipulés par des machines et qui étaient portés à dos d'homme. Vous trouvez ça que c'est normal? Alors non, c'est ça ce que moi je n'accepterai pas, à ce qu'on maltraite des salariés soi-disant parce qu'ils n'ont pas le choix de faire autrement que de subir des maltraitances comme cela. Autre sujet, des élections qui sont passées plutôt inaperçues. Il s'agit de la représentativité dans les petites et moyennes entreprises. Alors au niveau national, c'est la CGT qui domine toujours. Votre sentiment, la CFDT termine deuxième. Oui, effectivement. Loin derrière. Les élections des petites entreprises se sont déroulées et pour la première fois, Mayotte a pris part au vote. Et c'était très difficile par rapport à l'organisation qui a été mise en place suite aux difficultés de dressage qu'on avait du mal à repérer les salariés qui avaient droit de participer à ces élections. Mais malgré toutes ces difficultés, nous, à la CFDT, nous avons travaillé comme il faut pour que nous puissions obtenir les résultats que vous pouvez voir sur cette feuille qui nous ont permis de gagner à 64% les élections. Alors, c'est une satisfaction. Comme c'est la première fois que nous avons eu la chance de les organiser. Il y a tout de même une petite mobilisation. Comment l'expliquez-vous justement qui est aussi nous avons de participation, à savoir un taux de participation. Nous n'avons pas une grande mobilisation telle qu'on devrait l'attendre. Parce que nous avons au total 2913 inscrits et quand on regarde par rapport aux votants, nous avons 194 votants. Certes, mais cette moyenne se rapproche par rapport à la moyenne nationale qui est de l'ordre de 7%. Et nous avons 6,80. Alors, moi, je suis satisfait par rapport... On pourrait mieux faire par rapport au niveau national, hein, mais par contre, je suis satisfait par rapport à l'obtention de ce résultat qui est très proche, à moins de 1% par rapport au niveau national. Mais aujourd'hui, excusez-moi, je tiens à remercier déjà toute l'équipe qui a participé par rapport à l'organisation de ces élections au niveau local, mais également par rapport aux salariés qui ont fait confiance à la CFDT et je leur demande de se rapprocher de notre siège pour qu'on puisse les identifier et leur dire qu'ils peuvent compter sur la CFDT pour pouvoir défendre leurs droits. Alors, autre sujet, on va vous ôter cette fois-ci votre casquette de secrétaire départemental de la CFDT pour vous mettre une autre, celle de membre du comité contre les pénuries d'eau. Erika Barrette a décidé de débloquer une enveloppe de 500 000 euros. Ça permettra notamment le retour des enfants à l'école dans le centre et le sud. Votre sentiment, satisfait? Je suis satisfait à moitié parce que les problèmes liés à la pénurie d'eau, ils ne sont pas qu'un seul problème. Par exemple, on pourrait citer le problème de l'éducation dans le premier degré. Mais par contre, vous savez que nous avons les écoles qui sont touchées, nous avons des entreprises qui sont touchées, nous avons des malades qui sont touchés par ce problème et nous avons des risques d'avoir des épidémies qui pourraient s'installer également. Alors, par rapport à tout ça, les réponses qui nous ont été données par la préfecture ce matin ne nous ont pas du tout satisfaits tel que ça devrait l'être, parce que il n'y a qu'une toute petite partie du problème qui a été résolu. Apparemment, c'est pas encore acté, c'est pas encore définitif parce que je ne pense pas que les maires ont déjà été
indemnisés par rapport à certaines dépenses qu'ils ont engagées ou quand il faudra acheter des bouteilles d'eau qu'on devrait donner aux enfants durant la période où ils iront à l'école. Ce budget n'est pas encore alloué aux différentes communes qui sont touchées par la pénurie. Alors c'est par rapport à ça. Et nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de permettre d'équiper les établissements scolaires en citernes qui puissent leur permettre d'avoir des cours à plein temps. Mais ce n'est pas seulement par rapport à ces 2 heures de temps qu'on leur permet d'avoir des cours durant une journée qu'on pourrait se contenter de ça pour dire heureusement les enfants ont 2 heures de cours par jour. Alors nous voulons à ce que des mesures pérennes soient mises en place pour permettre d'assurer l'éducation de nos enfants comme il faudrait. Merci Ouseni Balahachi d'avoir accepté de répondre à nos questions. Au chapitre météorologique, la saison de pluie se fait toujours attendre. Si le week-end a été pluvieux, notamment au centre et au nord de l'île, le manque reste considérable et les prochaines prévisions ne sont pas rassurantes. Si cette semaine devrait à nouveau être humide, les 2 suivantes ont de grandes chances d'être relativement sèches, d'après Météo France, même si une lueur d'espoir existe et elle porte un nom. Il s'agit de Carlos, une dépression tropicale qui se dirige actuellement vers la Réunion. Et cette dépression pourrait avoir des répercussions à Mayotte. Écoutons à ce sujet Bertrand Laviec, directeur départemental de Météo France à Mayotte. Le fait que Carlos vienne après sur nous est impossible. Après, il va descendre, il va partir un petit peu vers Mada, il va repartir vers le sud-est. Ouais. Donc voilà. Par contre, il est suffisamment fort, on le voit bien sur les lignes. Là. Vous voyez, il attire pas mal de flux, il attire des lignes. Et vous voyez, et si on regarde sur Mayotte, il y a quand même un peu les taches vertes là, que vous voyez sur le métier. Il y a ce qu'on appelle une convergence. Alors on a un léger flux de mousson. Alors, c'est pas le talveille de mousson, hein, c'est un léger flux de mousson. C'est ce qui nous a donné les pluies ce week-end. Hein, d'accord. Qui est activé et qui se réactive grâce à Carlos qui fait une... Je vous ai entendu tout à l'heure le rôle de l'aspirateur, c'est un peu ça. Le rôle du siphon de l'évier en fait. L'évier, on voit, il attire les trucs. Et ça va créer une sorte de conflit de masse d'air entre les vents de mousson qui viennent du nord et qui vont vers le sud-ouest et le flux du cyclone qui est plutôt dans le même sens mais qui vient plutôt du sud-est. Et on appelle ça une ligne de convergence et on attend des pluies... alors c'est pas non plus des pluies très fortes et qui vont durer très longtemps, mais enfin voilà, tout ce qui tombe, c'est bon à prendre. Ouais. Autre titre, ce lundi, on va parler d'une difficulté très répandue à Mayotte, c'est celle de la régularisation foncière. En effet, de nombreux propriétaires n'ont jamais entrepris les démarches administratives leur permettant de jouir pleinement de leur propriété. C'est le cas du neveu du défunt de Frédéric Dachery. L'ancien maire de Koungou n'a en effet jamais fait l'objet d'une régularisation chez un notaire de ses terrains cédés. Aujourd'hui, la note est salée pour l'héritier. En 2016, il a dû s'acquitter d'une somme dépassant les 45 000 € en tant qu'impôt foncier. Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Jean-Pierre Félix en a assez. Neveu du défunt Frédéric Dachery, il se voit contraint de payer des taxes foncières sur des terrains vendus depuis plus de 30 ans. En effet, nombre de propriétés sont passées aux mains de personnes qui n'ont jamais régularisé leurs parcelles. Au départ, Frédéric Dachery voulait que chaque Maoré soit propriétaire d'une parcelle de terrain. Que ce soit une parcelle agricole ou pour une parcelle sur laquelle la personne allait construire. Depuis 1979, il a voulu faire ça. Il a donc vendu des parcelles. Avec sa générosité, il disait à la personne qui venait, si tu n'as pas les moyens, je t'accorde un paiement en plusieurs fois. Ce qui fait qu'à la date d'aujourd'hui, si je compte bien, ça fait 38 ans, plus exactement, que des personnes ont acquis des parcelles, et ces parcelles-là sont toujours au nom de Dachery. Ce qui veut dire que c'est nous, aujourd'hui, la famille à Dachery, de régulariser à chaque fois tout ce qui est taxe foncière. Près de 300 personnes seraient ainsi concernées par ces régularisations foncières. Comble de l'ironie, certaines structures publiques seraient toujours la propriété de l'ancien maire et conseiller général de Koungou. Et là, c'est encore plus grave,
Et là, je m'adresse directement aux élus de la commune de Koungou et aux responsables de la collectivité, aujourd'hui département de Mayotte. Parce que un terrain de foot qui a été, à l'époque, la parcelle a été achetée par le SMIAM, qui malheureusement a disparu, et que le terrain est bien présent, le terrain est sur la propriété T67, donc la propriété de Frédéric Dachery. Et c'est Dachery qui paye les taxes d'un terrain de football qui a été acheté par le SMIAM. Aujourd'hui, c'est la mairie, je pense, qui est propriétaire de cette parcelle. Et là où c'est encore plus aberrant, c'est que même l'école maternelle de Kangani qui a été achetée et qui se situe aujourd'hui sur la parcelle et sur le terrain, c'est Frédéric Dachery qui est le propriétaire du terrain de football et de l'école maternelle de Kangani. C'est inadmissible. Face à cette situation, Jean-Pierre Félix en appelle à tous ceux qui n'ont toujours pas entrepris les démarches de régularisation. En effet, s'ils ne réclament pas d'argent sur ces terrains qui pour la plupart ont déjà été payés, ils souhaitent néanmoins ne plus devoir s'acquitter de taxes foncières qui ne sont pas les siennes. Donc je lance un message à toute personne ayant acquis un terrain avec Frédéric Dachery de venir nous voir, qu'on puisse mettre ça au clair, qu'ils aillent régulariser leurs parcelles auprès des services fiscaux, auprès des notaires, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Oui, mais moi j'ai tout payé ». Oui, vous avez tout payé. Vous avez déposé un dossier chez un notaire. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que j'ai déposé un dossier chez un notaire que je suis propriétaire. Il faut acquitter les droits chez le propriétaire, déposer, faire les démarches auprès des géomètres, aller voir la notaire, et une fois que vous avez vos titres, aller au service des hypothèques pour aller déclarer votre propriété. C'est pas Dachery, c'est pas à Dachery ni à ses héritiers de payer vos droits fonciers. Cette situation nous rappelle donc ô combien le chantier de la régularisation foncière est immense à Mayotte, car cette histoire n'en est qu'une parmi tant d'autres, dans un département où la question du foncier entre en collision permanente avec l'application du droit commun. Merci d'être avec nous. À suivre dans votre JTM une campagne de sensibilisation contre les addictions dédiée aux jeunes. Mais avant cela, le reste de l'actualité de ce lundi, en bref, avec Pierre Bellucci. La ministre des Outre-mer, Erika Bareitz, a décidé d'accorder un financement d'urgence de 500 000 € afin de permettre l'achat de citernes et de bouteilles d'eau pour les écoles. Cette somme sera gérée par le préfet en étroite concertation avec les maires. Des maires que le représentant de l'État a d'ailleurs rencontrés vendredi dernier, afin notamment de leur exposer les mesures déployées à court et moyen terme. À ce titre, le SIAM a soumis aux édiles du Sud une liste de nouveaux points d'installation de rampes d'eau. De son côté, le groupe Vinci mène actuellement une étude de faisabilité concernant le recours à un tanker. Les autorités vont également interconnecter les réseaux nord et sud, identifier de nouvelles ressources, favoriser l'installation de systèmes de récupération des eaux de pluie, équiper les bâtiments publics et collectifs en réducteurs de débit ou encore conduire des études sur la surélévation de la retenue collinaire de Combani. A noter que le lancement d'une étude sur une usine de potabilisation aux abords de la rivière d'Embeni fait également l'objet d'un travail de la part des services compétents. Selon le SNES Mayotte, un cas de tuberculose a été détecté au collège de Dzoumonier. L'élève se trouve désormais hors de danger et non contagieux, mais tous les élèves et professeurs de la classe se feront dépister par groupe de 10 dans 15 jours. Face à cette situation, le SNES a décidé d'écrire à Madame le vice-recteur pour s'étonner du retard pris dans la communication au personnel et aux usagers, alors que l'élève en question fréquente l'établissement depuis fin octobre 2016. Le syndicat demande l'ouverture des possibilités de dépistage à l'ensemble de ceux qui en feraient la demande au sein du collège. De son côté, le vice-rectorat assure que l'information a été portée à la connaissance de la communauté éducative par la direction du collège et qu'une cellule de dépistage est mise en place. Mais le SNES est loin de se satisfaire de cette réponse et réclame plus de transparence afin de rassurer la communauté éducative. En effet, un cas de tuberculose dans un établissement scolaire a de quoi interpeller et appelle chacun à la plus grande vigilance. François Fillon, le candidat désigné par le parti Les Républicains pour remporter l'élection présidentielle, est annoncé dans la zone océan Indien aux alentours du 10 février. Il devrait ainsi poser ses valises au sein du 101e département avant le 15, soit la semaine prochaine au plus tard. Il va ainsi pouvoir préciser ses intentions et son programme en ce qui concerne Mayotte, lui qui, à l'inverse d'Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, ne s'est pour l'heure que très peu intéressé aux Mahorais. Au premier tour de la primaire, il n'avait d'ailleurs récolté que 60 voix
loin derrière Nicolas Sarkozy et ses plus de 3500 fidèles. Néanmoins, François Fillon a profité du report de voix au second tour de la primaire, ne manquant pas à 3 jours du scrutin de se fendre d'une lettre pour s'adresser à la population de Lille. Cette fois, ce n'est pas par le biais d'un écrit, mais bel et bien via une visite officielle de campagne que le candidat va tenter de convaincre les Mahorais. Reste maintenant à savoir si, suite aux soupçons de corruption qui l'entourent, l'accueil sera au rendez-vous. Et on reste justement avec François Fillon. Nous a rejoint sur ce plateau Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Sonny, bonsoir Rédacteur à tous. en chef de KTV. François Fillon était prévu pour la fin de semaine dans l'océan Indien, à Mayotte début de semaine prochaine. Apparemment, la visite est annulée. Oui, la visite est annulée, donc il ira bel et bien à La Réunion, mais il ne se rendra pas à Mayotte. Alors pourquoi ? La réponse est assez simple, il est en pleine tourmente, il s'est exprimé il y a quelques minutes de cela, il a tenu une conférence de presse pour réaffirmer sa candidature, pour expliquer qu'il continuerait son combat et qu'il était toujours candidat à la présidentielle de 2017. Il s'est aussi défendu, bien entendu, sur les accusations en expliquant qu'il n'avait rien à se reprocher, que de toute façon la justice ferait la lumière sur tout. Donc point par point, il a expliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tout cas, il ne viendra pas dans l'océan, il ne viendra pas à Mayotte, il ira à La Réunion. Apparemment, le planning est trop chargé. En tout cas, c'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'il est très soutenu ici puisque il a bénéficié du report des voix de Nicolas Sarkozy et finalement, il est le candidat Nicolas Sarkozy. Néanmoins, le problème, il est quand même lié au fait qu'on l'a très peu entendu avant. Il s'est juste fendu d'une lettre entre les deux tours et puis depuis plus rien. On s'attendait à ce qu'il vienne. Finalement, il ne vient pas. Donc, il a probablement déjà perdu pas mal d'électeurs et effectivement, là, on peut se dire qu'il n'a pas forcément gagné de points. Autre information très importante, Sonny, on est un petit peu en retard ce soir, c'est la mise en garde à vue d'Ibrahim Bouanaïri, le candidat aux élections législatives pour le parti MDM. Il est en garde à vue, il sera présenté demain au juge d'instruction pour une mise en examen. C'est une affaire dont on a déjà évoqué lorsqu'il était maire de Tsingoni, une affaire avec un entrepreneur, des rétro-commissions. On en parlera plus amplement dans nos prochaines éditions, mais c'est l'information du soir. Ibrahim Bouanaïri est en garde à vue. Une affaire qui tombe très mal à 5 mois des élections législatives dont il est candidat pour le MDM dans la circonscription sud. Merci Pierre Bellucci. Partons maintenant plutôt à la découverte d'une nouvelle campagne de sensibilisation adressée aux jeunes. Dans le cadre du plan départemental santé jeunes, l'IREPS a récemment lancé son concours 2016-2017 dit non aux addictions. L'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé invite les 12-28 ans à y participer à ce concours. Adèle Laurent fait le point sur ce concours, entièrement gratuit, mais aussi sur les addictions et les aides possibles. Tabac, alcool, médicaments, jeux, banguets, chimiques. À Mayotte, nombreuses sont les drogues dont la consommation peut poser problème au niveau de l'accoutumance. C'est pourquoi l'IREPS travaille quotidiennement à la prévention des comportements à risque et fait en sorte que la population, et en particulier les jeunes, ait accès aux informations nécessaires à ce sujet. Et pour le directeur de l'instance régionale, le problème de dépendance à une drogue ne concerne pas que la personne addicte. La situation des addictions à Mayotte ou la consommation des produits psychoactifs à Mayotte est un problème de santé publique partout, mais aussi c'est un problème sociétal ici. Ici, la consommation, même ne serait-ce que minime, est une déviance en fait. Donc la population et surtout les familles qui ont des jeunes ou bien qui ont des enfants qui consomment, qui fument, prennent ça comme un échec dans l'éducation. La consommation de ces produits psychoactifs, souvent c'est un signe, c'est une alerte que les jeunes lancent aux adultes qui sont autour de lui, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il ne se retrouve pas et maintenant, ce n'est pas la meilleure solution, mais il a trouvé ce moyen-là pour lancer ce message, pour lancer cette alerte qu'il a besoin qu'on s'occupe de lui, qu'on lui trouve des choses plus intéressantes que ce qu'il est en train de faire. Il est à rappeler que le service d'addictologie du CHM, situé au dispensaire de Jacaranda, est là pour accueillir et accompagner les personnes souffrant d'addiction.
Pour ce qui est de l'information et de la sensibilisation, l'IREPS prend en charge ses missions en mettant en place des actions sur le terrain, notamment en collaboration avec le vice-rectorat et d'autres structures et associations de l'île, mais aussi à travers des campagnes de sensibilisation, comme celle qui a lieu en ce moment. En effet, l'IREPS a lancé son concours « Dis non aux addictions » à destination des jeunes de 12 à 28 ans. Affiches, vidéos, textes dont slam et poésie, en individuel ou en groupe, les jeunes sont appelés à s'exprimer et à faire passer un message concernant les addictions. Timaidi Sadanati nous explique pourquoi utiliser cette méthode participative. C'est fait en mode participatif justement pour faire contribuer la population, notamment les jeunes, pour qu'ils soient acteurs de cette communication. On voulait que les messages, la création viennent de cette population qui est la plus concernée. L'idée, c'est de communiquer là-dessus, créer des actions et rendre la population actrice de sa santé. Mais ce concours, c'est une possibilité pour les jeunes, pour la jeunesse mahoraise, de donner son avis sur ce fléau des addictions et voilà, de contribuer à sa prévention. Le but final du concours est de créer des outils de communication pour lutter contre ce fléau. Crayons, caméras, appareils photo, il reste 4 jours aux participants pour apporter une pierre de plus à l'édifice de la lutte contre les addictions. Et pour participer à ce concours, vous avez jusqu'à ce vendredi pour vous inscrire. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, sans plus tarder, le sport avec K-Sport et l'équipe de Khaled, qui est avec son équipe. Demain, retrouvez toute l'équipe de la matinale à partir de 6h, juste après le journal de Pierre Bellucci. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 19h pour un nouveau bulletin d'information. Excellente soirée à vous.